Avec plaisir, Mélodie. Le château d'Annette, classé monument historique depuis 1927, bâti de 1547 à 1552 sur les ordres d'Henri II pour sa favorite Diane de Poitiers. Mais ça, c'est la légende. On en parlera avec notre invité, Jean de Iturbe. Bonjour, Bonsoir. Vous êtes le propriétaire. Mais avant d'en parler avec vous, je vous propose de voir que ce château est encore méconnu de la part de beaucoup de gens du Centre-Val de Loire. Regardez. Château d'Annette, je suis super nulle. Je suis une bille en géo, alors... J'en ai aucune idée. J'ai honte. En Bretagne. Nouvelle-Aquitaine, non? Château d'Annette, Danette. Attends, c'est... 37, non? Tours, non? C'est dans la région? L'Indre-et-Loire. Je dirais l'Indre, mais ça me paraît loin, mais en même temps ça se rapproche de Poitiers, donc je me dis peut-être l'Indre. Château d'Annette, c'est dans Seine-et-Marne. Je crois que c'est peut-être dans l'Eure-et-Loire ou par là, c'est ça. Du côté de Rambouillet ou quelque chose. Mais je ne connais pas le château, je n'ai jamais visité. Ah bien sûr, dans l'Eure-et-Loire. Tu sais que Annette, je crois que c'est une ville, hein. Mais non. Mais je suis pas sûre, hein. Oui, Annette, c'est une ville. Est-ce que ça vous étonne? On entend Bretagne, Nouvelle-Aquitaine, Seine-et-Marne. Est-ce que ça vous étonne? Non, ça m'étonne pas beaucoup parce que Annette n'est pas sur les grands circuits touristiques. Malheureusement, j'aurais bien aimé être sur la Loire, mais Diane de Poitiers en a décidé autrement. Et elle a fait son château à Chenonceau, mais Annette était la maison sur laquelle elle a le plus vécu pendant toute sa vie. C'est un château privé. C'est un château privé qui est dans ma famille depuis 1860 et qui a été acheté par mon arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père, pardon, en 1860, après la Révolution, après une période qui a vu une partie du château démoli, beaucoup de changements, et à partir de 1860, mon trisaïeul se met à restaurer la maison. Eh bien, on verra cela après. Pour ceux qui n'ont pas eu cette chance de visiter ce château, parce qu'il faut prendre rendez-vous pour le visiter, eh bien, je vous propose de profiter avec ce reportage. Regardez. Annette aurait inspiré Versailles. Construit à la moitié du XVIe siècle, Annette, c'est le château Renaissance par excellence. S'il n'en reste aujourd'hui qu'un tiers, dont la demeure de Louis de Brézé, le mari de Diane de Poitiers, on peut encore aisément imaginer ce qu'il fut, grâce, entre autres, à ce cryptoportique. Il faut s'imaginer au XVIe siècle avec le bâtiment central, là où il y avait les appartements de Diane qui reposaient sur ce cryptoportique. Donc il nous en manque un petit bout, puisque la niche qu'on voit là était couverte. Pareil, où il y a le dallage, tout le dallage était couvert. Et Diane de Poitiers descendait de ses appartements pour se rendre dans le jardin en empruntant 2 escaliers en forme de croissant de lune. Diane, une plus que reine, une femme d'exception qui se lavait tous les jours, une rareté à l'époque, une femme d'affaires et d'amour qui fut la maîtresse d'Henri II, de 20 ans son cadet. Il était très amoureux d'elle, elle était omniprésente avec lui, il faisait du sport, elle était très cultivée, très intelligente, lui aussi. Dame d'Henri, Diane s'entoure des meilleurs artistes et d'un architecte au sommet de son art, Philibert Delorme. C'était une rupture complète et elle est tombée sur cet architecte qui était Philibert Delorme, qui avait 32 ans, un Lyonnais, qui arrivait de Rome, et elle lui a dit, ben voilà, on va faire la première grande maison de la Renaissance en France. Quand vous imaginez que ces anges ont été sculptés dans des blocs de pierre qu'on montait directement, donc ça a été fait dessus, le type était à plat ventre, et il sculptait dans la pierre sur place, c'est-à-dire on ne montait pas la pierre une fois sculptée. Si Versailles est un château solaire, le château d'Annette est bien lunaire. Demeure princière, retraite d'amoureux. Henri II avait pour devise un croissant de lune et le chiffre de Diane était composé de 3 croissants entrelacés. Jean de Iturbe, nous sommes au cœur d'un magnifique vestibule avec un immense escalier que l'on voit, mais que Diane de Poitiers n'a pas connu puisqu'il a été créé au XVIIe siècle. Pourtant, Diane de Poitiers a connu bien d'autres pièces puisque ce château a été créé pour elle. Enfin, ça, c'est la légende. Absolument. D'abord, cet escalier a été créé par le duc de Vendôme, qui était l'arrière-petit-fils de Henri IV et de Gabrielle d'Estrées. Et qui a fait des modifications sous l'époque de Louis XIV, où il a modifié considérablement le château en créant cet extraordinaire escalier en plein milieu de la maison.
Alors, il y a eu d'autres modifications, on verra, dans la salle des gardes, et d'autres choses qu'il a fait à l'extérieur, en particulier les jardins. Il a fait venir le nôtre, le jardinier, pour faire les jardins qui ont disparu par la suite après la Révolution, puisque les jardins ont été abandonnés pendant 60 ans. La Révolution a eu des impacts, ça a laissé des traces, hein, l'histoire. La Révolution a été, c'était assez barbare. Parce que, en fait, c'est peu de gens qui sont arrivés de la ville de Dreux. On dit qu'ils étaient à peu près 18 personnes et qui ont saisi le château qui était la possession à l'époque du duc de Penthièvre, qui était le fils du comte de Toulouse. Et qui ont rasé certaines. Et alors, ils ont commencé par raser l'aile centrale. Oui. Qui était là où Henri II avait sa chambre et Diane de Poitiers avait aussi sa chambre, et une grande galerie. Et puis ils ont, de chaque côté de la chapelle, ils ont aussi enlevé une partie de l'aile de droite. Eh bien, pour voir un petit peu tout cela, il y a des ingénieurs qui créent des programmes avec l'intelligence artificielle au service du patrimoine et de l'histoire avec ce reportage. Regardez tout de suite. Leur jeunesse et le très haut niveau de formation, c'est leur caractéristique. Des têtes d'eux, ingénieurs pour la plupart. Cet incubateur a pour mission la recherche intransigeante des patrimoines, un véritable bouillon culturel. La médiation scientifique, c'est en gros de l'ingénierie de projet qui mélange de la recherche, du numérique, et donc on travaille avec tout ça pour concevoir des projets numériques qui permettent de valoriser les patrimoines auprès du grand public. Exemple, le projet sur les pas de Léonard qui parle de Léonard de Vinci, qui propose de la réalité virtuelle et un web documentaire en 13 épisodes par exemple, mais on a aussi des projets qui parlent de la collégiale Saint-Martin de Tours qui va être reconstituée en réalité virtuelle parce qu'elle n'existe plus aujourd'hui et on va proposer au Tourangeau de redécouvrir ce bâtiment. Voilà, il y a plein de choses à faire avec le patrimoine dans la région et donc on travaille là-dessus. Emmanuel Barraud, 24 ans, est ingénieur informatique. Depuis 3 ans, il assure la conception d'un documentaire interactif et un jeu vidéo intitulé « Sur les pas de Léonard de Vinci ». Johan Forte est lui aussi ingénieur informatique. À 23 ans, il est chef de projet médiation numérique. Il dissèque un codec, un croquis de Léonard de Vinci. On a vraiment cherché à reconstruire quelque chose de technologiquement rigoureux, en fait, qui s'appuie vraiment sur les codecs de Léonard de Vinci. Ce qui m'a énormément intéressé, en fait, c'est cette faculté, en fait, de Léonard de s'inspirer de ce qu'il voyait en extérieur pour concevoir ses propres inventions, en fait. Au final, c'est des choses qui, dans la nature, semblent très simples. Un oiseau qui vole, ça semble effectivement très simple, mais le reporter technologiquement pour faire voler un homme, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Et lui a su s'inspirer de ce qu'il voyait en extérieur et recomposer, donc effectivement, un génie, oui, on peut dire ça. Jean, pour vous, Léonard de Vinci est-il un génie ? Absolument, et c'est un des plus grands hommes géniaux qui a fait des inventions incroyables. Il y avait une exposition à Venise l'autre jour, il y a 6 mois, qui montrait tous ces hélicoptères, machines à eau. Et savez-vous qu'il est à l'origine des roues à aube sur les bateaux ? Absolument. Eh bien, pour ceux qui ne le savent pas, regardez ce reportage tout de suite. Qui est Diane de Poitiers. Si ces personnes peuvent profiter d'une balade sur la Loire à bord de cette embarcation, c'est grâce à Léonard. Raccourci, certes, mais de Vinci a tout de même créé les mécanismes des roues à aubes sur les bateaux. Le bateau avance avec un système de propulsion. Les pales en bois, que l'on appelle aussi les aubes, servent à repousser l'eau afin de permettre au bateau d'avancer. Elles sont reliées entre elles par un essieu, juste ici en rouge. C'est exactement le même principe que lorsque l'on nage le dos crawlé. Lorsque l'homme appuie sur la pédale de gauche, cela déclenche le mécanisme central qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et transmet son mouvement à l'anneau intérieur. Lui donne l'information à l'engrenage extérieur qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et donne l'information à l'essieu. Voilà, les roues à aubes tournent, le bateau glisse et Léonard de Vinci a une nouvelle fois révolutionné le monde. Vous voyez actuellement le portrait de Diane de Poitiers. Jean, à quoi correspondent les critères de l'époque ?
Les critères de l'époque, elle était très très particulière parce que elle était très moderne. Elle était à la fois une femme d'amour, elle était une femme d'hygiène, elle se lavait, ce que personne ne faisait à l'époque. Tous les jours? Tous les jours, avec de l'eau froide, qui n'avait pas reçu la lune. Elle était une femme d'affaires, elle gérait elle-même ses affaires, et en plus de ça, elle était une femme sportive, parce que les femmes de son époque faisaient pratiquement jamais de la chasse. Ils montaient pas à cheval avec les hommes. Je crois que Catherine Et elle chassait avec le roi. Donc le roi était fasciné par cette femme qui pourrait être une femme de notre époque. Était bien différente physiquement de sa rivale, son ennemie. Ah non, mais Catherine de Médicis, qui était la femme d'Henri II. Qui était la femme d'Henri II, était petite, pas jolie, un peu boulotte. On dit qu'elle avait perdu ses dents très tôt. Et donc, elle était, ce que dirait ma fille, une bombe atomique comparée à Catherine de Médicis. Alors, c'est évident pour vous de savoir qui est Diane de Poitiers, mais pas pour tout le monde. Regardez. C'est Diane de Poitiers. Vous me posez une colle là. Hein. Oh là là, je l'ai su, mais je l'ai oublié. Je suis sûre, ça doit être... Je connais pas du tout. Bon, je vois qui c'est, mais bon, ceci dit, je saurais pas en discuter, quoi. Une écrivaine, ouais, un truc comme ça. Ou une peintre. C'est une reine de France. C'est 1500 ou un truc comme ça. C'était la cocotte de je sais plus qui. La femme de, je sais pas quel roi, François Ier peut-être. Il doit y avoir quelque chose avec François Ier. Diane de Poitiers, c'est un personnage historique français qui doit venir de Poitiers, j'imagine. Pas de Poitiers? Bah, pas de Poitiers à mon avis, parce que sinon c'est un piège. Je dirais Diane. Diane, elle est pas autrichienne? Non? Autrichienne, non? Ni autrichienne, elle n'habitait pas à Poitiers, mais elle a passé la majorité de sa vie ici, à Annette. Nous sommes d'ailleurs dans sa chambre, enfin une reconstitution, mais c'est bel et bien son lit. C'est bien et bien son lit, petit lit, 1,40 m de large. Et, il est classé. Il est classé monument historique et il y a toutes sortes de symboles assez extraordinaires autour de ce lit et un tissu qui est le tissu d'origine du lit. C'est bien le tissu qui est classé, hein? Non, tout le lit. Tout le lit. Tout le lit. Il y avait 2 lits de Diane de Poitiers. Un a été racheté par le prince Charles d'Angleterre et le seul qui reste en France, c'est celui-là. Il y a des vestiges de son passage dans le château en général, comme une mèche de cheveux. Expliquez-nous quels sont-ils. Alors, quand elle a été, le tombeau a été profané au moment de la Révolution, on a une des femmes du village a profité, en transportant le corps, de couper une mèche de cheveux de Diane. Ça, on le verra avec la guide tout à l'heure. Il y a des symboles dans cette chambre. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ces symboles? Alors, il y a beaucoup de symboles. D'abord, il y a les dés entrelacés et qui font en même temps un H. Donc, c'est Diane et Henri. Donc, il y a les 3 croissants de lune que vous retrouvez pratiquement partout. Et pourtant, elle était phobique de la Lune. lune. Elle était phobique de la lune, donc elle détestait la lune, mais ça a été véritablement son symbole. Et donc là, vous avez toutes sortes de choses correspondantes au roi aussi. Elle est restée à Annette jusqu'à la fin de sa vie, après la mort de son amant. Merci, Jean de Hiturbe, d'avoir été notre invité. On va tout de suite direction la chapelle funéraire. Merci. Nous retrouvons notre guide du château, Nadège Vanner. Bonjour, nous sommes devant la chapelle funéraire de Diane de Poitiers. Oui. Une chapelle qu'elle a commandée avant sa mort. Un petit peu avant sa mort. Elle a commencé à se préoccuper un petit peu de son devenir post-mortem et elle a lancé les travaux de construction de cette chapelle. Est-ce que c'est elle qui a choisi ce magnifique tombeau ? Non, alors on pense que c'est plus sa fille ou son petit-fils. La chapelle a été édifiée en 1566, les débuts des travaux, et elle a été consacrée en 1577. Un tombeau qui est noir et blanc de marbre à son image. À son image, alors marbre, peut-être pas à son image à elle, mais tout du moins noir et blanc, les couleurs préférées de Diane de Poitiers. Il a été profané, ce tombeau Pendant la Révolution française, 2 commissaires de la Sûreté nationale de Dreux sont venus jusqu'au tombeau. Ils ont ouvert le sarcophage de Diane de Poitiers, avec la première intention de récupérer le plomb qui servait de cercueil pour en faire des balles patriotes. Et donc là, ils ont découvert Diane de Poitiers entourée de ses 2 petites filles. Elle était comment ? Paraît-il qu'elle était aussi belle que si elle avait été enterrée la veille.
Et qu'est-ce qu'ils ont fait de ces os, Alors, au bout d'une dizaine de minutes, les vêtements sont partis en lambeaux. Le corps de Diane de Poitiers, des petites filles, ont noirci. Donc, ils ont récupéré les bijoux, les ont envoyés à Chartres. Alors, entre Annette et Chartres, ça s'est perdu. Et les corps ont été jetés dans une charrette à bras devant la chapelle funéraire. Et là, ils ont été récupérés par des femmes du village et enterrés au cimetière d'Annette. Et qu'est devenu ce sarcophage? Alors, ce sarcophage, il a été vendu. Il a servi d'auge ou de mangeoire. Alors, pour les cochons, pour les chevaux, chez un fermier des environs. Dingue. Oui. Et après, coup de théâtre en 2008. En 2008, une équipe pluridisciplinaire de médecins légistes et de chercheurs sont venus jusqu'au cimetière d'Annette pour relever les restes de Diane de Poitiers. Là, ils ont été analysés, authentifiés et replacés dans son tombeau le 29 mai 2010. Ils ont découvert des ossements et également des fragments résiduels de tissus décomposés qu'ils ont analysés. Oui. Ils ont découvert un taux d'or extrêmement élevé, 250 fois supérieur à la normale. Oui. Et on a compris que c'était Diane de Poitiers. Pour quelle raison? Parce que Diane de Poitiers consommait de l'or potable. Alors c'était une rumeur qui circulait sur Diane de Poitiers. On l'a toujours apparenté à de la rumeur jusqu'en 2008. Et puis avec ce taux d'or, on s'est aperçu que la rumeur était fondée et qu'elle consommait de l'or potable pour rester belle et jeune. On va peut-être pas le faire, non? Non, c'était pas très C'était bon pour la santé. C'était une non, mauvaise très idée. très mauvaise. Ça a fragilisé sa santé. Sa santé, alors détruit ses défenses immunitaires, fragilisé ses os, rendu ses cheveux très secs et cassants et déchaussé une partie de ses dents. Bon, eh bien, c'est pas une bonne idée. Merci Non. beaucoup pour toutes ces prie. informations. Merci. Je vous en prie. Entre-temps, pour la petite histoire, Jean de Iturbe, le propriétaire, nous a confié que c'est bel et bien Diane de Poitiers qui a fait construire ce château elle-même avec ses sous et que c'est une rumeur qu'Henri II a dépensé à la aider. C'est la fin de cette édition spéciale Renaissance au château d'Annette. La semaine prochaine, vous irez à Valençay avec Denis Gannet. D'autres événements en Centre-Val de Loire sont organisés pour célébrer les 500 ans de la Renaissance. Au hasard, une exposition à Méun sur Yèvre. Elle accueille les aquarelles lumineuses et colorées. Elle resitue les villes de la Renaissance et montre leur évolution. Une déambulation sur des musiques de la Renaissance est organisée demain à l'Hôtel Cabu, musée d'archéologique à Orléans. Et toujours demain, le château de Rivaux organise un bal costumé sur la Renaissance. Ça se passe toute l'après-midi et le soir même. Vendredi prochain, vous serez donc à Valençay avec Denis Gannet-Meyer. Vous pouvez retrouver notre édition spéciale Château d'Annette sur notre site internet cvdl.france3.fr et sur le Facebook Live. Merci à toute l'équipe aujourd'hui d'avoir fait les éditions du 12-13 et du 19-20. Belle soirée à vous.